Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh ben ça y est, j'ai appuyé sur play. Nous y voilà, Adrien. Ça y est, c'est parti. Ouais, exactement. Là, c'est le coup de pistolet. On est lancé. On est sur la ligne de départ. Oh purée, j'étais pas prêt. On est parti pour, je sais pas, 1 heure et demie. On verra combien de temps ça prend. Mais comment ça va, toi ? Bah écoute, ça va très bien. Il fait beau. c'est le printemps. Ça y est, c'est parti. C'est le printemps. Et puis on est de nouveau confinés. Mais c'est pas grave. Bah ouais, normalement c'est la saison du retour des courses, quoi. Ah ouais. Il y en a plein. Ah ouais. Ah là là. Avant le Covid, c'était bien. On s'en rendait pas compte, mais qu'est-ce que c'était bien. ça te manque là de pas entendre justement ce coup de pistolet ? Ah ouais, ça me manque. Les courses, c'est tellement un moment génial. Mais bon. Après, tout ce qui est derrière, l'entraînement, oh là là, ça finalement, je sais pas si ça me manque beaucoup. Mais non, c'est surtout le partage avec les gens, moi, qui me manque. Je vois presque plus personne. C'est dramatique. Mais bon, c'est comme ça, on sera très content de tous se revoir au moment où ce sera terminé. Et puis, ce sera encore mieux. Bon, après, je sais pas si mon niveau de course à pied sera formidable, mais bon, c'est pas grave. Tu t'entraînes là un peu en ce moment ou pas ? Mais je m'entraîne. Ok. Alors, je m'entraîne assez. Une question qui fâche. Il y a peut-être ton entraîneur qui va écouter. Je m'entraîne de façon très épisodique. Mais comme il n'y a pas de course, du coup, moi, ma motivation, elle était surtout sur les courses. Et là, j'avoue, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça. On verra. J'ai un marathon qui est prévu en décembre de cette année à Valence. Et bah, je vais m'y remettre si j'ai la chance de pouvoir le courir. Attends, c'était le marathon de 2020 auquel que tu voulais participer et qui a été décalé, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Okay. Tout à fait. Ok. Avec une partie des copains qu'on avait en commun ou parce que c'est un classique. On a plein de copains qui l'ont fait le marathon de Valence. Ah ouais. Bah c'est une super classique. Elle est géniale, cette course. Le marathon de Valence, c'est une organisation de fou, pas très 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 loin de Paris. On y va en avion, on passe un super moment sous le soleil, il y a la plage. C'est en décembre, il fait beau. Ouais. Et puis la prépa est pendant l'automne, donc il fait pas trop froid. Et puis c'est tout plat. Ouais. Donc oui, c'est génial de pouvoir courir là-bas. Ok. Et ouais, tu disais que peut-être après on reprendra un peu le fil, mais tu disais que tu voyais personne en ce moment. Tu prends beaucoup de précautions là, par rapport au Covid et... J'essaye de prendre quand même des précautions, ouais. pour pas l'attraper ou non, faut prendre des précautions dans tous les cas. Donc évidemment
Faut voir moins de monde et puis faire plus attention. Mais ça, c'est les règles du quotidien, les règles barrières. Ouais. Et tu vas te faire vacciner, tu penses? Ah bah quand je pourrais, oui, bien sûr. Ouais. Okay. Ah oui, moi je suis... On t'a pas déjà appelé? Pas encore, non. non. Bah écoute, bon, on s'en reparlera, mais ouais, ça serait bien que, si ça peut te permettre d'avoir l'esprit tranquille, il faut que tu le fasses. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Bon, on a digressé pour commencer, mais alors peut-être que je vais trahir un petit peu le secret, c'est qu'on se connaît depuis... On se connaît depuis combien de temps, Adrien? On se connaît depuis 5 ans, ça fait la 6e année, là, ouais. Ouais, je pense, ouais. Depuis 2015. Alors, on doit avouer qu'on s'est quand même... On se connaît depuis 5-6 ans, mais on s'est pas vu pendant 2-3 ans facile. C'est ça. Mais on a passé 2 années intenses. Ah ouais. On peut dire comme ça. Ouais, 2015-2016, ouais, c'était cool. Ouais. Et tu te souviens la première fois qu'on s'est vu? Moi, je me souviens pas. Je sais plus si c'était une séance de course à pied ou si c'était un... Ah, moi, je m'en rappelle. Je m'en rappelle bien sûr. La première fois que je t'ai vu, moi, c'était un entraînement pour les French Frog. C'était au mois de mai 2015. J'étais complètement hors de forme et puis bah toi tu nous coachais avec ton super coaching et je me rappelle je pouvais pas faire une seule pompe, j'arrivais pas très bien à faire des sit-ups, enfin bref c'était même les bases je les avais pas et c'était là où je t'ai rencontré la première fois, tu coachais avec Aurélien et c'était et je me rappelle être sorti de cette séance avec des courbatures de partout et me dire bon bah on revient là pour une deuxième séance vendredi et puis jusqu'à ce que j'en ai marre. Ok, tu te souviens comment tu t'es retrouvé là? Comment je me suis retrouvé au Frog? C'était je pense par la vie. non, le cours des choses a fait que malheureusement j'étais complètement hors de forme en 2015 et il fallait que je me remuscle. Il fallait que je retrouve que je me réapproprie mon corps et puis le renforcement musculaire c'était quelque chose qui était très important et puis comme je n'avais pas très envie de m'inscrire dans une salle de sport, je me suis dit il faut que j'aille retrouver un groupe et j'avais depuis quand même quelques temps l'envie d'aller faire les French Frog. Ouais. Et j'osais pas parce que je m'étais dit que j'allais jamais être au niveau. J'ai rencontré Aurélien à un coaching pour la Parisienne et il m'a dit que si je voulais retrouver toutes mes capacités musculaires, il fallait que je rejoigne le groupe et c'est ce que j'ai fait la semaine d'après. Ok. Et t'as pris ton courage à deux mains, t'y allais, tu t'es pas trop posé de questions? Ouais, je me suis posé plein de questions, mais j'ai pris mon courage à deux mains et puis de toute façon, j'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là et puis voilà. C'est un médecin qui t'a dit qu'il fallait absolument que tu fasses du renfo? Ouais, c'est un médecin qui m'avait dit ça exactement. Ouais, tout à fait. C'était ma neurologue qui m'avait dit qu'il fallait absolument que si je voulais trouver une vie normale, il fallait que je fasse du sport. Ok. Et tu recourais déjà à peu près bien parce que moi j'ai quand même des souvenirs, même au tout début, et je me souviens qu'on avait eu des discussions où tu m'avais dit, tu m'avais raconté très brièvement ton histoire, mais je la connais quasiment pas, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on puisse discuter un peu aujourd'hui, mais j'avais quand même le souvenir que tu courais. Même en disant hors de forme, que tu avais déjà des performances qui étaient nettement au-dessus de la moyenne en course à pied, quoi. Waouh. Après, toi, tu viens d'un écosystème où tout le monde court très vite. Vous faites tous de l'athlé, tu fais de l'athlé. Depuis combien de temps tu fais de l'athlé, d'ailleurs? Ah là là. Alors moi, j'ai commencé à 25 ans.
Donc ça fait 11 ans. Ok. Un petit peu plus maintenant. Voilà. C'est le premier sport que tu fais en club? En club, ouais. Ok. Ouais, Avant, tu faisais pas de sport en club? Mon tout premier souvenir de sport, c'était... Le biais... Je t'ai pas posé la question, mais c'est le biais de quelqu'un qui écoute, ouais. C'était... Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton premier souvenir de sport? On va faire les choses dans l'ordre. C'était dans la fin des années 80... début des années 90. Ma mère m'avait inscrit avec mon frère jumeau Baptiste. Nous avait inscrit pour qu'on fasse un petit peu de sport d'équipe dans un club de handball. Ok. Donc le handball, quand t'as 6 ans, c'est un petit peu la récréation. Ouais. Et sauf que notre coach était un ancien super joueur de hand et il avait de très grosses ambitions pour nous. Donc c'était pas trop la récréation. Donc je me rappelle avec Baptiste, on était je pense qu'à 6 ans, on était vraiment dans les tout petits. Ouais. Et je me rappelle tous les matchs, il nous est rentré, je pense, pour les 2 dernières minutes, quand il était sûr que qu'on n'allait pas faire la boulette et rater un ballon. Je peux comprendre, il avait des ambitions énormes pour des enfants de 6 ans. Ouais. Mais après, c'est pas très grave. Je me suis rendu compte que pour faire partie d'une équipe de sport, il fallait quand même être vachement tanké. Même quand on est enfant. Sinon, tu sers pas à grand chose dans ton équipe. Et moi, j'étais tout petit, j'avais des toutes petites mains, donc il fallait que je mette de la colle à fond pour tenir le ballon et pas que ça me tombe des mains. Et je pense que c'était pas tout à fait un sport qui était fait pour moi. Mais c'était une belle expérience. Hein. J'ai adoré cirer le banc pendant quelques années, mais c'était pas très grave. C'était pas vraiment un moyen d'expression génial pour moi, en tout cas. Ok. Ouais, t'as pas découvert le sport qui te convenait, quoi, à ce moment-là. Non, malheureusement non. Mais c'est pas très grave. Vaut mieux tard que jamais. Ouais. Et tu sais pourquoi ta mère a voulu vous mettre au hand? C'était pour justement que vous endurcir, toi et Baptiste, ou elle avait vu, c'était quoi? C'était à l'époque, avant les experts, l'autre équipe c'était peut-être par rapport à eux. Qu'est-ce qui lui a pris? Ah non, mais nos parents ne regardaient pas du tout le sport à la télé. Tes parents regardent pas le sport? Non, pas du tout. Je te crois pas. Ah non, pas du tout. Mes parents ne font pas de sport, pas en tout cas au quotidien. Mais non, c'était parce que c'était plus facile. Puis tu sais, on était 2, donc il fallait trouver un truc qui puisse convenir à tous les 2. C'était assez facile, c'est pas trop loin de chez nous, et puis voilà. Donc, mais voilà, ça n'a pas été une expérience super concluante. J'ai pas fini comme un super Karabatic, malheureusement, mais c'est comme ça. Ouais, mais et en plus, c'est le hand, c'est un sport qui demande beaucoup de motricité, beaucoup de dextérité, beaucoup d'agilité et tout, et c'est pas facile pour un jeune enfant, je trouve, de ce sport-là. Ah ouais, non, c'était un échec assez cuisant, mais c'est pas très grave. Et au collège et au lycée, t'as commencé un peu, tu faisais un peu d'athlé ou un peu de trucs comme ça? Non, du tout. Non. T'as eu combien au bac en sport? Tu te souviens? Ah ouais, parce que en fait après après du coup on a fait plutôt du sport individuel. Ouais. Donc on a fait du tennis. Okay. On a fait quelques années de tennis, mais le tennis c'est tellement technique. Pour juste se faire plaisir sur le court, faut déjà des années d'entraînement, et puis j'avoue que j'avais pas l'esprit de compétition inné. Donc j'étais trop tendre, trop gentil sur le court, et
je me faisais mes bananer. Donc du coup, je jouais avec Baptiste et on jouait tous les deux au tennis, au ping-pong. Donc du coup, dès que tu as à peu près les bases en tennis, tu peux faire du badminton, tu peux faire du ping-pong. Ça se passe assez bien, les sports de raquettes. Et au bac, alors combien j'ai eu? Alors, je sais plus trop. J'avais fait un cycle basket, ping-pong et natation, je crois. Ouais. Et j'avais dû avoir, je sais pas, je pense 14. C'est pas mal. Attends. Ah, c'est pas mal, surtout qu'il y avait la natation. Et là, je nageais comme une pierre, comme un fer à repasser. Donc, du coup, oui, c'était bien comme moyenne. Ah ouais, mais j'aurais pas dit que tu avais fait justement natation au bac, parce que tu dis toujours que tu nages super mal, mais... Ah, si. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, c'est trop sympa. Non, mais après, c'était le cycle du bac qui était comme ça, donc il y avait de la natation. Bon, et du coup, comment est-ce que tu te retrouves à chausser des crampons sur une piste pour la première fois? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller courir? Ah, je me suis mis à courir je pense que c'était en 2007, 2006-2007. Bah, parce que c'était un sport facile, et puis il suffisait d'avoir une paire de chaussures, un short, et puis on pouvait courir. Je me rappelle les tout premiers footings, j'étais en stage en Hollande, à Rotterdam, et mon coloc faisait des tours d'un lac à côté de là où on habitait. Et il m'a dit une fois, vas-y, viens courir avec moi. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et moi, évidemment, j'avais toutes les super chaussures, le short. Enfin, non, j'avais rien de tout ça. J'étais complètement à l'ouest. Pour moi, il suffisait d'une paire de chaussures de sport, et puis c'était bon, on pouvait courir. Et on courait tranquille. Enfin, pour moi, c'était déjà un super rythme. Et il me fait un moment, au fait, t'as les clés pour rentrer? Je lui dis, bah ouais. Il m'a dit, bon, bah à tout à l'heure. Et puis il m'a mis une accélération incroyable. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, il va falloir vraiment que je me mette au niveau si je veux recourir avec lui. Et puis j'ai fait plusieurs fois le tour de ce lac à Rotterdam. Et on va dire quelques entraînements après, je pouvais tenir l'entraînement avec lui, tenir la distance, et je crois qu'il m'a plus jamais redistancé. Non, voilà, c'était des souvenirs comme ça. Mais là, tu sais, t'en parles avec des souvenirs très factuels, mais est-ce que tu te souviens des émotions que tu as ressenties peut-être un peu à ce moment-là? C'est toujours dur la première fois qu'on court, ouais. Surtout quand on fait pas ou peu de sport depuis un petit moment, c'est compliqué. Mais moi, comme je te connais, je sais que tu t'es vraiment révélé dans la course à pied. Tu as trouvé le sport qui t'a permis de mettre un peu plus de sens, tu vois, dans ta vie et ton quotidien. Et du coup, je me demande si la première fois que tu cours, t'as un peu cet élan ou peut-être pas la première fois, mais les premiers footings, est-ce que tu ressens un peu une énergie, tu vois, positive, ou est-ce que tu ressens des émotions qui te font dire je suis à ma place, ou je me sens bien? Les endorphines. Ah, cette drogue. Non, c'est sûr que dès le premier footing, on va pas se dire que c'est un sport génial. Ça fait très 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 mal aux jambes. Le lendemain, j'avais l'impression d'avoir pris 70 ans dans la nuit. Je marchais très très mal. Je galérais à chaque fois que je voulais marcher. Les escaliers, c'était une torture. Mais j'étais quand même assez fier de moi. Donc c'est assez rare de se dire c'est un sport que j'adore.
C'est un sport que j'adore. Tout de suite. C'est après, petit à petit. Moi, la course à pied, ça a été, comme tu l'as dit, un révélateur pour moi. Ça a été une expérience incroyable de vie, mais surtout une expérience humaine, en fait. Moi, c'était de rencontrer des gens très intéressants, super souriants, avec la patate, très, très positifs. Et j'avais besoin de ça. J'avais vraiment, vraiment besoin de ça à ce moment de ma vie. Et la toute première fois où j'ai couru, c'était donc un petit peu après, hein, quand j'ai vraiment couru un petit peu plus régulièrement à Paris. J'avais besoin d'un sport pour évacuer toute la pression, tout le stress que j'avais à ce moment. Et je me suis dit de rechausser mes vieilles chaussures de basket, de tennis, c'était une bonne idée. Et je m'attendais pas à ce moment-là que la course à pied, et en tout cas le monde des coureurs, était un monde aussi sympa, aussi intense. Parce que quand tu fais pas partie de ce monde-là, tu as l'impression que d'aller courir le dimanche matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, c'est complètement en dehors de tes capacités. Tu peux pas faire ça. Et tu t'attends pas à ce que les gens soient aussi positifs, aussi sympas et te motivent autant. Et moi, ça a été un vrai révélateur. Comme je te disais, j'ai adoré courir quand je m'y suis mis un petit peu plus. Et quand j'ai commencé vers 24 ans, je me suis dit que là, c'était génial. J'avais trouvé enfin le sport qui me plaisait, où je me sentais bien. Et j'ai vu qu'il y avait des courses qui se faisaient dans le bois de Vincennes. Je me suis dit, allez, on y va. Allez, on prend un dossard. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'ai fait une course en 2009 dans le bois de Vincennes. J'ai acheté le dossard, je crois, le jour même. À l'époque, c'était encore possible. On m'a donné un t-shirt en coton double XL. Ah, j'étais très content. Hein, c'est cool, le double XL pour dormir. Et j'ai vu des gens super sympas. Je me suis dit, allez, je vais donner le max. Ouais. Et j'ai fait un semi-marathon comme ça, sans savoir trop ce que c'était. Ok. Et on a une petite perceuse qui va nous accompagner, mais c'est pas grave. Et donc, ta première course, c'était un semi-marathon. Ouais, oui, exactement. C'était la course des chasseurs de temps, qui n'existe malheureusement plus. Mais ouais, dans le bois de Vincennes. Et c'était génial. C'était excellent. Tu pouvais faire soit le 7, soit le 14, soit le 21 km. Et je me suis dit, bon, allez, quand même, un petit challenge, on va faire le 21. Et tu courais tout seul à ce moment-là, ou tu étais déjà dans des groupes, tu étais déjà dans un club pour avoir eu envie de faire une petite compète? Parce que tu vois, je sais. Quand je vois les gens autour de moi, généralement, c'est le fait d'arriver dans un groupe qui te donne envie d'aller faire des courses. Tout à fait. Et quand tu cours un peu tout seul, tu regardes pas trop tu regardes moins cet écosystème-là, quoi. Ah oui, tout à fait. Non, c'était clairement, c'était par hasard. C'était vraiment par hasard. Je regardais un petit peu sur Internet les courses qu'il y avait et j'ai vu cette course dans le bois de Vincennes et ça correspondait à peu près à un dimanche où je pouvais courir, donc c'était comme ça. Ouais, ok. Et une fois que je me suis pris au jeu, j'étais clairement boulimique de cette émotion et puis de ces courses, cette ambiance. Ouais. Incroyable. Et tu te souviens un peu de ce qui t'est arrivé, un peu qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te marque tu peux nous raconter un peu là, cette première course, le départ, l'arrivée, le chemin, qu'est-ce qui a réveillé un peu la flamme? Ah, ce qui a réveillé la flamme, je sais pas. Après, c'était sympa parce que comme je connaissais pas hyper bien le bois de Vincennes,
Et finalement, les chasseurs de temps, cette course, ça m'a permis de connaître un petit peu plus d'autres endroits sur lesquels je pouvais courir. Et j'aimais bien, je me disais, allez, celui-là, je vais le rattraper, le gars qui était devant moi. Je trouvais ça sympa d'essayer de se donner au maximum. Et puis oui, l'ambiance de course était incroyable. Ouais. Okay. Moi qui connaissais pas du tout, moi je pensais que les courses étaient que sur les championnats du monde. Ben non, c'est pour tout le monde, ouais. C'est pour tout le monde, mais je crois que, tu vois, j'aime bien demander aux gens un peu le souvenir de leur première course parce que ça fait toujours... je pense que chez tout le monde, ça fait une émotion particulière. Quoi. Ouais, chez tout le monde, ça fait un truc. Ah oui, non, c'est clair. C'est exactement ça. Moi, je pensais vraiment que la course était réservée au haut niveau. C'était le championnat du monde, les championnats d'Europe que je regardais tout le temps à la télé avec mon frère. Et j'étais à des années-lumière de me dire que c'était accessible pour tout le monde et qu'on n'était pas obligé d'avoir commencé le sport, la course à pied à 3 ans, 4 ans pour s'amuser et se faire vraiment plaisir là-dedans. Donc... Ouais. Ah ouais, non, ça a été génial pour moi. Mais ça, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est assez unique parce que, imaginons tu choisis un autre sport, par exemple comme le hand. Si tu as envie de t'y mettre à 25 ans et de jouer, il faut quand même que tu rentres dans l'équipe pendant plusieurs mois. Tu progresses, tu t'entraînes avec l'équipe, les compètes. T'es même pas sûr que l'entraîneur te fasse jouer. Et puis tu joues peut-être dans des gymnases un peu vides ou pas, j'en sais rien, mais alors qu'à la course à pied, tu peux être vraiment n'importe qui, tu peux n'avoir jamais couru de ta vie et te prendre une course qui fait 4-5 km et te dire allez, je me prends un dossard et profiter et te prendre pour un champion, quoi. Tu vois, c'est ça, exactement, tu deviens ton propre champion. Ouais. Et c'est une émotion assez intense. Et donc toi, tu chopes le virus comme ça, quoi. Ah, je chope complètement le virus. Donc comme je te disais, après j'étais boulimique, je voulais faire toutes les courses qu'il y avait, donc je connaissais rien du tout. Donc je voulais m'inscrire aux 20 km de Paris. Il n'y avait plus de place parce qu'évidemment, on était en septembre et les 20 km de Paris, c'était en octobre. Donc plus de place. Je voulais m'inscrire au semi-marathon de Paris. Pareil, il n'y avait plus de place. Et puis, ce qui restait, c'était le marathon. Donc, je me suis dit, allez, je m'inscris au marathon. Marathon okay. 2010. C'est la première année, du coup. Ouais, exactement. Donc, évidemment, je connaissais rien du tout. J'y suis allé vraiment en touriste. Hein. J'ai dû faire, je sais pas, quelques footings. Ne faites surtout pas ça chez vous. Ne faites surtout pas ça. Ça sert à rien, à part se faire très mal. Mais non, j'ai pris quelques conseils quand même avec des gens qui connaissaient. Ouais. Je suis allé voir des pros dans des boutiques de sport. Quand même, je me suis intéressé. J'ai vu qu'il fallait prendre des gels. Ouais. Sur un marathon, c'était important. Donc, fallait quand même s'alimenter pendant la course, que je ne savais pas du tout ce que ça allait faire. Et on m'a dit, surtout, tu ne changes pas de chaussures parce que tu vas avoir des ampoules, tu vas te faire super mal aux jambes si tu prends des chaussures neuves. Donc, du coup, j'ai fait mon marathon avec des New Balance que j'ai acheté sur vente privée, qui étaient 10 fois pas trop lourdes pour moi. J'avais pris évidemment un modèle pour les gens qui sont pas du tout comme moi. Et okay. Donc, j'ai fait le marathon de Paris. Évidemment, j'ai fini à l'agonie, mais c'est pas grave. J'ai dû faire, à l'époque, j'ai fait 4h20. Et j'étais très, 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 très fier de moi. Hein. Je regardais les gens dans le métro. Je disais... toi, t'as pas fait de marathon. Bon, évidemment, je me disais ça dans ma tête. Hein. J'étais très fier de moi. Hein. J'avais conquis j'ai gravi une montagne. Ouais. Et je me rappelle le lendemain, le lendemain, je retourne à la boutique après mon boulot. Et je leur dis, bon, voilà, j'ai fait mon marathon.
Et le vendeur qui me dit t'as fait ton marathon avec ces chaussures-là? Bah ouais. Bon, bah tu peux les mettre à la poubelle, c'est pas du tout des chaussures qui te convenaient. En plus, c'était défoncé. Je dis, bah oui, mais tu m'as dit qu'il fallait pas que je prenne des nouvelles chaussures. Ah oui, mais là, à ce niveau-là, donc il m'a conseillé des chaussures qui étaient beaucoup plus faites pour ma foulée, beaucoup plus faites pour moi. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Ça s'est beaucoup mieux passé. J'étais toujours boulimique de course après. Je voulais toujours tout faire. Donc j'ai fait évidemment toutes les courses qu'il y avait, toutes les courses possibles et disponibles en région parisienne. Et on a beaucoup de chance, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Après 11 ans, là, t'as combien de courses que t'as fait tu les comptes? Je dois avoir, je sais pas, je pense... Ouais, j'ai dû faire 120 courses, un truc comme ça. Ok. À peu près. Alors, ça fait pas beaucoup. Il y en a qui en font beaucoup plus, mais quand même, déjà, mon coach me dirait que j'en ai fait déjà beaucoup trop et que je les préparais pas assez bien. Parce qu'évidemment. Et sur les 120 courses, triathlon compris, j'imagine. Ouais, allez, en global, je pense, un truc comme ça, ouais. Tu sais combien de marathons sur les 120? J'ai fait 18 marathons. Ok. Bah, en 10 ans, 11 ans, ça va. Ouais, ça va, mais c'est pas moi qui vais te juger. Moi, au bout de 3 mois, j'ai commencé la course à pied en janvier et en avril. En mars, je faisais le semi de Paris et en avril, je faisais le marathon de Paris. Waouh, la vache. Ouais, tu vois, t'es un peu comme moi. Et en juin, je faisais le triathlon de Paris. Et l'année d'après, on faisait ensemble à Aix. Le Alpha Ironman. Le Alpha Ironman. Yes, c'est ça. Bah ouais, bah tu vois, on devient très vite boulimique de course. Le problème, c'est que toi, t'as très envie de faire les courses. Enfin, moi, j'avais très très envie de faire les courses. Mais sauf que mon corps, lui, il était un petit peu moins d'accord. Donc, du coup, évidemment, quand on passe de 0 entraînement à beaucoup d'entraînement par semaine, bah évidemment, le corps, au bout d'un moment, il fait stop. Donc, j'ai eu une fracture de fatigue. Une fissure de fatigue, pardon. Je n'étais pas encore allé à la fracture. En 2010, après avoir fait 2 marathons dans le même mois, avec un semi-marathon entre les deux, histoire de bien s'achever. Donc, du coup, évidemment, je faisais vachement plus attention après. Je voulais pas me blesser trop. Et on te mettait en garde autour de toi là de tout ça? Ah oui, bien sûr. Bah oui. Je me suis inscrit dans un club, dans une association de course à pied, donc les Étoiles du 8e. Je me suis inscrit en septembre 2010. Donc il y avait plein de personnes qui couraient depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui me disaient tout le temps tu veux te blesser, tu vas te faire mal. Et moi, je leur disais, mais non, ça va, je gère. J'ai géré, j'ai vachement bien géré. T'avais le totem de l'immunité, c'est ça? Ouais, j'avais le totem de l'immunité. Je l'ai gardé, je sais pas, quelques séances. Non, mais je faisais n'importe quoi. Et après, ça m'a permis de me canaliser et puis de vraiment mieux m'entraîner. Ouais. Et mais tu trouves pas aussi que des fois quand t'es un peu boulimique et que t'es un peu dans cette envie de vouloir courir toujours plus, de repousser un peu les limites, c'est aussi certes tu fais peut-être pas du bien à ton corps, mais dans la tête il se passe des trucs forts, quoi, tu vois. Tu te sens de plus en plus invincible, tu relèves des défis, tu les réussis, enfin ça fait du bien, quoi. Enfin il y a une espèce de, moi je dirais pas que c'est une espèce de drogue ou une accoutumance, mais il y a un sentiment d'accomplissement qui est hyper fort. Tu penses pas? C'est exactement ça. Moi ça a été génial. Moi, j'ai adoré ces moments-là. J'étais très réservé, très timide quand j'étais
quand j'étais plus jeune. Et la course à pied, moi, ça m'a permis de m'ouvrir aux gens, de sortir de ma coquille, pas de devenir extraverti, mais d'enfin pouvoir parler aux gens et puis de pas avoir peur du regard des autres. Et ça a été génial. Donc bien sûr, je voulais faire les plus belles courses qui existaient, je voulais tout faire. Je voulais faire le marathon de New York, je voulais faire toutes les courses qu'il y avait en France, les plus beaux semi-marathons, je voulais absolument rencontrer ces gens-là qui me motivaient, faire ces courses-là qui me faisaient rêver. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse tout ça. Ouais. La course à pied, c'était génial pour ça. Ok. Et maintenant que je te connais, tu vois, je sais que sur la ligne de départ ou sur la ligne d'arrivée, tu es celui que plein de gens connaissent. Tu dis bonjour à tout le monde. Sur une course, en tout cas en Île-de-France, t'es une petite mascotte, tu vois. Et des fois, moi, je me souviens être à côté de toi et je me disais, ça c'est dingue, il connaît tout le monde. Mais déjà à l'époque, t'avais cette bougeotte là dans le sas de départ, à aller dire bonjour à tout le monde, à être super poli, à saluer chaque personne que tu croisais et tout. C'est venu petit à petit. Ça se fait naturellement. Mais oui, je sais pas si je suis super poli, mais en tout cas, j'aime bien montrer aux gens que je les aime et qui sont importants pour moi. Donc oui, sur les lignes de départ, c'est un vrai plaisir de voir plein de gens souriants et puis on va se faire plaisir. Donc c'est une fête. Ouais. C'est une fête. Moi, j'adore ces moments-là. Ouais. Et mais moi, c'est un truc qui m'a le plus marqué chez toi, c'est t'es vraiment un autre homme. Dès que tu mets tes chaussures de sport et encore plus quand t'es sur un, je sais pas, quand t'es dans ton univers, tu vois, où je t'ai jamais vu dans ton club d'ailleurs, mais on a dû faire quelques salons de running ensemble pour aller chercher des dossards. Effectivement, on a fait un petit voyage à Aix-en-Provence ensemble. Donc on a préparé une grosse course, quoi. Mine de rien, c'est un truc assez costaud sur lequel on était bien stressés tous les deux, je pense. Ah oui. À côté de nos copains qui étaient des vraies machines de guerre. Et mais ouais, moi c'est ça qui m'avait bluffé, c'est que t'étais vraiment ton visage s'illumine, ta voix change, tu te tiens plus droit, t'es moins timide et tout d'un coup, et ouais, c'est pas le même Adrien, quoi. Et tu t'en rends compte de ça un peu? Je sais pas, oui, pour moi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Donc c'est génial. Je peux revoir tous les amis en un seul endroit. Donc le Marathon Expo, c'était génial. Je pouvais voir vraiment plein de monde. Et c'était ce que je peux pas voir tout le temps. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand j'allais au Marathon Expo, c'est vrai que j'allais les 3 jours et j'arrivais pas à voir toutes les personnes que je voulais. mais c'était important pour moi quand même. Et t'as raison, oui, je deviens complètement une autre personne quand je cours. Je me transforme. Je sais pas si c'est un super pourvoir, mais ça m'a tellement aidé que oui, j'essaye de montrer la meilleure version de moi-même. Ouais. Tout simplement. Ok. Et cette version-là, c'est quelqu'un qui a le sourire et qui aime les autres, quoi, simplement. Ouais, bah c'est ça, en fait. Ça sert à rien de faire la tête. Ça sert à rien de voir les choses en noir. Et le mieux, c'est de sourire aux gens, et puis les gens, après, te font te sourire. Ouais. Ça marche comme ça, en tout cas pour moi. Ça sert à rien d'être méchant avec les autres. Ça apporte rien. Ouais. Rien du tout. C'est vrai. Clairement. Je peux pas te contredire, tu sais. Mais ouais, la question que je me demandais, c'est
je me demandais si effectivement s'il y avait eu un déclic par rapport à ça, parce que moi je connais un petit peu ton histoire de loin et j'ose pas aborder un petit peu plusieurs sujets là depuis qu'on échange, mais je voulais savoir si le fait d'avoir eu des soucis de santé, c'est un accélérateur de tout ça. Moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Je t'avoue, j'ai besoin d'avoir des choses dures dans ma vie pour réaliser à quel point j'ai de la chance, à quel point il faut que je sois la meilleure version de moi-même, à quel point la vie est belle et il faut la croquer à pleines dents et pas broyer du noir ou pas faire du mal autour de soi, tu vois. T'as tout à fait raison. Alors, je pense qu'on est... on n'a pas vraiment besoin d'avoir des moments durs dans notre vie pour ça, pour se rendre compte que la vie est belle. Mais c'est vrai que c'est un catalyseur, c'est sûr. On se rend compte de la chance qu'on a de vivre la vie qu'on vit quand on est à deux doigts de la perdre. Donc, quand on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie, bah, c'est là où on se dit qu'il faut absolument vivre les choses au maximum. Ouais. Et surtout, jamais rien regretter. Ouais. Enfin, en tout cas, pas trop. Mais comme je te disais, moi, la course à pied m'a tellement apporté de façon personnelle qu'il fallait absolument que ma vie reste la même. Donc, je passais un temps mais incroyable à courir. Je m'entraînais presque tous les jours. J'adorais ça. Ouais. Et t'adores toujours ça? J'adore toujours ça, exactement. Bon, après, ça te manque parce qu'effectivement, il y a peut-être, il y a quoi? Il y a plus, tu peux plus t'entraîner en groupe, il y a plus de club. Et du coup, c'est ça qui est dur en ce moment, mais ça reviendra, tu sais. C'est plus compliqué, exactement. Mais ça, oui, c'est clair, ça reviendra, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, bien sûr. Et ouais, tu t'as mentionné que tu vois, la vie, on réalise à quel point elle est précieuse, tu vois, quand on est à deux doigts de la perdre. C'est une émotion que tu as ressentie? Ah ouais. Ah oui, clairement. Bien sûr. T'as eu peur à ce moment-là? Bah ouais, en fait, si tu veux, j'étais... Quand j'ai eu... je me suis rendu compte que physiquement, à 30 ans, il y avait une vraie bascule. Ouais. Pour moi, ça a été un vrai changement. Ok. À 30 ans, je me rappelle le jour de mes 30 ans. C'était en mars 2014 et je venais d'exploser mon record au semi-marathon de Paris. J'avais jamais couru aussi vite de toute ma vie. Et tu peux dire combien ou ça te... j'avais fait 1h19, un truc comme ça, 1h19 et c'était incroyable. Pour moi, c'était de la folie. Passer sous les 1h20, c'était génial. Et en 2014, c'était parti pour être une énorme année. J'avais le marathon de Rome juste après. Je m'étais inscrit j'avais un dossard pour la CCC, donc une course incroyable, un trail de folie pour moi, hein, parce que évidemment pour tout le monde c'est peut-être une course, mais c'était la petite course de l'UTMB à l'époque, et donc ça fait 101 km dans le Mont Blanc, enfin bref, il fallait que je me passe une nuit en course, ça j'avais jamais fait. Enfin, j'ai passé presque 24 heures sur cette course-là. Et en fin d'année, j'avais le marathon de New York en novembre. T'avais déjà le projet de faire le Big Six? À ce moment-là, où je voulais faire les plus belles courses. Je voulais faire les choses qui me motivaient, qui me donnaient envie. Et je me suis dit, je voulais faire New York. J'avais eu un dossard en 2012. Mais malheureusement, le marathon avait été annulé. Et je voulais le faire avec mon frère. Je voulais le faire avec Baptiste. Donc,
2013, c'était un peu compliqué. Donc, quand j'ai pu reporter mon dossard, et j'avais eu un dossard pour 2014. Et donc, tu vois, quand j'avais 30 ans, la vie était incroyable pour moi. Tout allait bien. Physiquement, j'étais au top. Bon, à New York, j'avais fait 3h02. C'était pas mal. Ouais. Les montagnes de Central Park ont été compliquées pour moi. Mais bon. Et je m'étais dit, 2015, ça va être encore plus fort. J'avais pris un dossard pour Berlin. Mon frère aussi, on avait un. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter de faire le semi-marathon en 1h17. Et Berlin, de passer sous les 2h50. On va essayer, on va tenter le coup après tout. Pourquoi pas? Et j'étais, comme je te disais, comme tu l'as dit, je me pensais invincible. Invincible tellement toute la dynamique des 5 dernières années était géniale pour moi. Et je m'attendais pas du tout à ce que en janvier 2015, ça bascule complètement. Je me suis, ça a été très très dur pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Comment est-ce que ça arrive? Ça tombe d'un coup? C'est petit à petit, t'as des signes annonciateurs? Ouais, alors pour moi, ça a été très bizarre. Je commençais à avoir plus trop de sensations dans la bouche, du côté droit. C'était bizarre. Je me suis dit, on était en janvier, donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est un rhume. Je suis peut-être un peu grippé, hein, c'est rien, c'est pas grand-chose. J'étais très fatigué aussi. Mais ça, je me disais, c'est pas grave, je travaillais en 3-8. Donc, quand tu travailles en 3-8 à l'époque, tu es tout le temps fatigué, tu dors quand tu peux. Ouais. Donc, mais là, j'étais vraiment très fatigué. Très, très fatigué. C'était quoi ton job à l'époque? J'étais consultant pour la BNP. Et donc, je travaillais, je suivais toute la production informatique de la BNP, donc et je suivais les incidents qu'il y avait sur la production, donc en 24/7. Donc il fallait être tout le temps à fond pour que tout marche bien, tout le temps. Okay. Et du jour au lendemain, je commence à tanguer sur la droite. Bon, quand on a bu un peu d'alcool, on comprend pourquoi est-ce qu'on tangue vers la droite. Mais quand il est 9h du mat et qu'on ne boit pas d'alcool, c'est un peu bizarre. Donc, je me dis, mince, ça va pas du tout. Ouais. Ça va pas du tout. Et le soir, j'avais une soirée chez des amis et là, j'étais vraiment très fatigué. Très, très fatigué. On me tend une bière. Je la prends des mains, je la laisse tomber, je me dis, oh purée, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir des signes annonciateurs et je sens que je suis pas comme d'habitude. Donc, on me ramène en voiture assez tôt, vers 10h, ce qui est assez rare quand même, hein, tu termines pas une soirée vers 10h. Et là, je passe une nuit à peu près normale. Et au réveil, mon cerveau a complètement mixé et je me mets à vomir par terre juste au pied de mon lit. Je dis quand même, bon, je vais pas vomir par terre. En fait, j'avais comme des nausées incroyables. Et donc j'ai pas mal vomi ce jour-là. C'était un beau réveil sympa, un beau réveil sympa sans avoir bu. Et je me dis qu'il y a un truc qui va pas là. Je me dis qu'il y a un truc qui va pas, donc je vais chez mon médecin. Je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à marcher. Donc je prends ma canne de trail qui sert à tout finalement. Ça m'avait servi sur le Mont Blanc et là ça me sert pour aller voir mon médecin. Bon, c'est pas le même challenge, hein. Mais j'ai mis beaucoup de temps pour aller le voir. Et c'est dur, ouais. Ah ouais, c'est dur. Surtout quand tu sais que tout allait bien avant. Tu te rends compte que voilà, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vers mon médecin. Perdu, là, à ce moment-là. Ah, j'ai complètement perdu, bien sûr, c'est ça, exactement. Je suis complètement perdu.
Et, et là, mon médecin me dit d'aller tout de suite aux urgences. Ok. Donc là, il n'y a pas à blaguer. Donc tu fais ce qu'on te dit et puis tu pars aux urgences. Donc mes parents étaient là à ce moment-là. Donc mon père m'amène aux urgences de Saint-Antoine. Et bah là, c'est parti pour pas mal d'attentes, pas mal d'interrogations, quelques tests quand même, parce que en fait, mon médecin pensait que c'était un AVC ou une tumeur. Ok. Donc là, gros moment de stress quand même. Parce que quand on dit que c'est un AVC, tu te dis, c'est pas bon signe. Hein. Tu peux te retrouver vraiment paralysé. Et, bon, c'était pas le cas. C'était ni un AVC ni une tumeur. Donc finalement, pour les médecins, j'étais plus très intéressant. On va dire. On m'a dit après 24 heures aux urgences, on me fait bon bah c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Ah ouais, d'accord, je marche vraiment de moins en moins bien, mais c'est pas très grave, ça va revenir. Ok. Donc là ça a été IRM direct dans la foulée, donc j'ai pu faire un IRM assez rapidement. Et avec les résultats de mon IRM, je suis allé voir une neurologue conseillée par mon médecin. Et je me rappellerai toujours de mon arrivée chez ma neurologue avec ma canne. Ça a été pas mal. Ça a été pas mal. Et tu saurais en parler de ce qu'elle t'a dit, ta neurologue? Ah oui, bah assez vite, elle m'a fait une interprétation de mon IRM et là, c'était assez clair, hein, assez net. Ça se voyait tout de suite à l'IRM que j'avais des plaques sur le cerveau et donc des plaques grises et une énorme inflammation sur le cervelet. Donc le cervelet, c'est ce qui sert pour le sens de l'équilibre. Donc je comprends pourquoi est-ce que j'arrivais pas à très très bien marcher et je tanguais vers la droite. J'avais pas de sens de l'équilibre. Donc très 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 vite, hein, je pense au bout d'une dizaine de minutes, elle me dit que c'est une sclérose en plaques. Donc là, ça a été un peu compliqué parce que pour moi, la sclérose en plaques, c'est une maladie du Téléthon. C'est une maladie où les gens sont en fauteuil roulant, marchent avec une canne, ont vraiment des problèmes physiques assez importants. Et là, du coup, je me suis dit que ma vie basculait parce que j'allais pas retrouver ma vie d'avant. ma vie normale. Mais là, de toute façon, c'était pas vraiment l'interrogation. Je lui demande si j'allais pouvoir remarcher, si j'allais pouvoir, a fortiori, recourir. Et ma neurologue, très, très naturellement, me dit « Mais bien sûr que oui !» bah alors là, le bien sûr que oui, ça m'a vraiment rassuré. Je me suis dit bah ça va alors. Ça va. Ça va aller mieux. Elle m'a dit bon bah il y a deux solutions, soit on te propose un traitement tranquille sur le long terme, où là ça va pas être très compliqué pour ta forme physique, ou alors je te propose un traitement un peu plus sportif, et là tu as des chances de remarcher plus rapidement. Évidemment, j'ai pris la deuxième option, hein, j'ai demandé le traitement sportif, et ce que je voulais, évidemment, c'était être en forme pour pouvoir faire le marathon de Berlin, hein, je l'avais toujours en tête, celui-là. Bien sûr. Et il consiste... Enfin, tu peux en parler de ce traitement ou quoi? Enfin, il consiste en quoi? Tu dois te faire opérer, on n'est pas obligé d'en parler, hein, mais Ah si, bien sûr, tu sais, il n'y a rien de tabou. Il y a rien de tabou. Le traitement pour les inflammations au cerveau, il n'y en a pas 12 milliards. Hein. C'est de la cortisone. Donc on prend de la cortisone à haute dose, hein, par perfusion. Et j'ai pris 5 grammes en 5 jours.
Donc j'étais pumped up à fond tout le temps. Je dormais pas. J'avais le palpitant qui marchait à fond les ballons. Et j'ai fait ça 5 jours. J'en ai refait 5 jours. Ouais. Donc, ça a été sympa. Ça a été sympa. Donc, non, la cortisone, ça n'a pas bien fonctionné avec moi. Ouais. Ça n'a pas bien fonctionné. Donc, au bout d'un mois, je voyais que la cortisone, même à fond, ça marchait pas. Donc, T'es chez toi quand tu fais ce genre de truc ou on te garde à l'hôpital sous traitement c'est quoi le rythme un peu, tu vois, tu racontes t'es allé voir ta neurologue, mais elle te renvoie chez toi avec un traitement et puis ciao ou c'est Ah non, moi j'ai été très 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 bien suivi. Moi j'ai eu beaucoup 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 de chance d'ailleurs là-dessus. J'ai eu mes inflammations, c'était un lundi et j'ai vu ma neurologue très 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 vite et je pense que dès le mercredi ou le jeudi, j'avais mes perfusions cortisone pour traiter mon inflammation le plus rapidement possible. Ouais. Okay. Donc non, ça a été plus c'est pris tôt et mieux c'est en fait. Donc j'ai été pris par le feu de l'action. Donc j'ai été pris par le système de santé français et ça a très très bien fonctionné pour moi. Donc la cortisone moins fonctionné pour moi, mais après il y avait d'autres choses possibles. Donc j'ai fait des échanges plasmatiques finalement assez vite. Et évidemment, tu sais que ça va jamais assez vite. Hein. Quand c'est toi qui es au quotidien avec ça, tu te dis que ça va jamais assez vite. Mais finalement, non, ça allait super vite. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, je sais pas, je pense que c'était... je suis sorti tout début mars pour mes échanges plasmatiques. Et j'ai arrivé à remarcher. J'ai remarché sur ma canne en mars. Ok. Donc, ça fait combien de temps du coup? Ça a dû durer, je sais pas, j'ai dû être vraiment mal pendant 1 mois et demi, presque 2 mois. Ouais. Bon, alors, par contre, je remarchais, ça c'était cool. Ça c'était bien, je remarchais sans ma canne, donc ça c'était plutôt positif. Mais tout ce que j'avais perdu, là, c'est pas revenu en même temps. Hein. Ah ouais, là, j'avais pris du poids, la cortisone, ça te fait gonfler les joues partout. Enfin bref, j'étais un beau bébé. Hein. J'avais l'impression d'être gavé de lait. Oui, mon corps a été transformé malheureusement. Ouais, c'est ça. J'étais plus trop en athlète. Hein. Ouais. Donc en début mars, je fais l'entraînement de la Parisienne. Donc au semi-marathon de Paris. Ouais. Et là, j'ai la chance de croiser Aurélien Sourmet. Et là, il me voit dans un état assez laborieux, hein, proche de l'Ohio. Et il me dit si tu veux, on fait des renforcements musculaires pour que ça aille mieux. Ouais. Donc du coup je suis allé au French Frog. Je lui ai dit on va peut-être pas le faire tout de suite parce que là je suis vraiment vraiment mal. Donc je vais d'abord essayer de faire des séances. J'ai eu des séances de kiné, de balnéothérapie, d'ergothérapie qui étaient prescrits par ma neurologue. Et donc après toutes ces étapes-là, je pourrais essayer de faire les French Frog. Et donc c'était vraiment à partir de ce moment-là, dès que je suis sorti de l'hôpital après mes échanges plasmatiques, j'ai commencé à faire du sport tout le temps. Ouais. Et je voulais retrouver mon physique d'avant, retrouver ma vie d'avant le plus vite possible. Donc ça passait par des doubles séances de kiné, ça passait par à me mettre vraiment dans un état difficile pour retrouver ma vie. Est-ce que
c'est le même type de douleur, tu vois, entre tu vois, un entraînement où, je sais pas, tu vas essayer de chercher ton seuil et tout, et un entraînement où tu essayes de retrouver un peu tes sensations. Parce que j'imagine que on te refait faire des exercices pour, tu vois, regagner en mobilité, regagner tout ça. Est-ce que c'est quoi la différence entre les deux sensations? C'est oh là là. Bah, en fait, moi j'ai tout réappris. J'ai réappris à marcher, j'ai réappris à me servir de ma main, j'ai réappris à me servir de tout mon côté droit. Donc tu fais déjà t'oublies complètement la personne que tu étais avant. Et tu essayes de faire des efforts, des progrès au jour le jour. T'arrives à oublier qui t'étais avant? Bah t'as pas le choix. Ouais. C'est dur, mais t'as pas le choix. Donc je partais du principe que dès que j'arrivais à faire des choses que j'arrivais pas à faire la veille, c'était pour moi un vrai plus. Et finalement, le corps est une machine incroyable. Cette machine-là se rappelle de toutes les sensations qu'on avait avant. Et du coup, on reprend assez vite. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Dès que mon inflammation était partie, dès que j'ai pu refaire du sport, dès que j'ai pu retrouver tout ça, ça allait très vite. Très vite. Et donc, j'ai fait tout ça pendant 2 mois, je crois. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, le soir, quand tu te couches? Ah, moi, je pensais qu'à une chose. C'était ton marathon? Je pensais qu'à une chose, c'était le marathon de Berlin. Ouais. Je pensais à la porte de Brandebourg. Je pensais à ça. J'avais pu le faire en 2011. Et c'était une fête incroyable. C'était ma première course à l'étranger. Et oh là là, j'ai adoré. J'ai adoré. L'ambiance est folle. Ouais. L'ambiance est folle. Les gens à Berlin adorent leur marathon. Et ils en sont très fiers. C'est le marathon le plus rapide. Tout est fait pour que ça aille bien, ça aille vite. Et moi, je pensais à ça. Je me voyais en rêve passer la porte de Brandebourg tout le temps. Tout le temps. Je devenais obsessionnel compulsif là-dessus. J'étais monomaniaque. Je pensais qu'à ça. Et les gens autour de toi, tu leur disais que tu pensais à ça? Ah, bien sûr. J'arrêtais pas. Je me rappelle. Comment ils réagissent? Je sais pas, moi je me rappelle de mon infirmière quand je faisais justement mes échanges plasmatiques. Le soir, elle venait voir si ça allait bien, donc on prenait mes constantes, mon pouls et tout. Et, elle venait chez toi ou c'est toi qui allais? Non, c'était à l'hôpital, à Saint-Antoine. Ouais. J'étais hospitalisé et je lui parlais des entraînements marathon, je voulais absolument revenir le plus vite possible. Et elle me disait déjà, on va réapprendre à marcher. Hein. Déjà, on va y aller étape par étape. Hein. On voit ça. Et puis le marathon, on y pensera un petit peu plus tard. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est déjà bien. Tu peux remarcher. Que tu puisses remarcher. Donc, ouais, c'était pas mal. Donc, ouais, j'en parlais tout le temps. J'essayais de pas trop parler de ça à mes parents parce qu'ils étaient déjà assez... c'est assez impressionnant quand même de se voir tout perdre en en un seul fragment de seconde. C'est comme un accident, si tu veux. Sauf que c'est ton propre cerveau ton propre système immunitaire qui t'attaque. C'est assez déstabilisant. Pour mon entourage, ça a été compliqué. Ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Ouais. Et à part cette infirmière là qui te dit prends ton temps et tout, toi ça t'empêche pas de... Enfin, j'ai l'impression que ça t'empêche pas d'y croire. Bien sûr que non, jamais. jamais. Non, mais à partir du moment où ma neurologue m'a dit au premier jour que j'allais remarcher, je me suis dit c'est bon, on y va. C'est juste que la préparation va être un petit peu compliquée. Mais non, ça, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tant qu'on me dit pas que c'est fini, j'y vais. Je m'accroche. Et tu sais que même si on te dit que c'est fini, on peut se tromper aussi. Tout à fait. Mais heureusement, on me l'a jamais dit. Ouais. Donc tant qu'on me le dit pas, je m'accroche. Je m'accrocherai. Et elle sait, ta neurologue, que c'est un peu sa réaction qui t'a donné une
une énorme vague d'espoir et de... Parce qu'on on en avait déjà parlé un petit peu, effectivement, de ce moment où tu souffrais beaucoup et que, tu vois, cette conversation, ça a été... là, on peut l'entendre, tu vois, c'est une vague de... C'est une vague une vague d'espoir, quoi, tout simplement. Et tu lui as dit Bien sûr. Bien sûr, je lui ai dit. Ah oui, oui, oui. C'est ma neurologue, c'est mon ange gardien. C'est la personne qui m'a dit tout de suite que ça allait aller, que les traitements pour cette maladie avaient fait énormément de progrès depuis 15 ans. Ouais. Et j'ai eu énormément de chance d'avoir cette maladie-là en 2015 et pas en 2000. Ouais. Je pense qu'en 2000, on aurait fait l'interview, je serais en chaise roulante. Et en 2015, j'ai une vie normale. Ouais. Donc les traitements pour cette maladie ont été mais très très importants, vraiment vraiment bien fonctionné et c'est normal. C'est une maladie qui est quand même très répandue. Il y a 100 000 cas en France, donc c'est loin d'être une maladie une maladie très un petit peu très très banale. Enfin, oui, c'est vraiment beaucoup de personnes quand même. Donc et puis sans compter tous les dérivés, quoi, toutes les maladies neurologiques. Tu vois, aujourd'hui la sclérose en plaques, c'est peut-être la maladie peut-être un peu la plus médiatisée de toutes ces maladies neurologiques. Mais il y a énormément de dérivés, de maladies très similaires qui touchent elles aussi un certain nombre de gens, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. T'as raison. Le cerveau est une boîte noire qu'on connaît peu, qu'on connaît de mieux en mieux, heureusement pour nous. Et en tout cas, moi, quand on me dit qu'on est atteint de sclérose en plaques, quand c'est maintenant, quand c'est très, j'essaye d'avoir j'ai toujours un message très optimiste et la vie va continuer son cours, va poursuivre son cours et ça c'est jamais fini. Ouais. Les médecins font énormément de recherches et il y a énormément de choses qui sont faites pour cette maladie et pour les autres aussi. Et moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va être de mieux en mieux traité, de mieux en mieux suivi. On ne sait pas encore comment ça arrive. On sait juste que c'est le système immunitaire qui s'attaque à la myéline. La myéline du cerveau. Donc en gros, c'est la gaine protectrice des nerfs, exactement. Ouais. C'est ça. Et ton système immunitaire les attaque. Et tu sais pas pourquoi. Donc tu sens un peu tes nerfs. Enfin, tes nerfs te lâchent, quoi. Ou ils t'envoient des signaux. Oui, c'est ça. Ça marche par poussée. Donc du coup, tout va bien. Et puis jusqu'à ce que ton système immunitaire se dise: oh, dis donc, il y a un truc qui va pas là. Et il envoie un mauvais écho à ton cerveau et boum, ça touche le nerf optique, boum, ça touche la colonne vertébrale. Donc ton cerveau se refait. Ouais. Il se remet après les attaques. Sauf que au bout d'un moment, il se refait moins bien. Et donc ce que t'as perdu, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à le revoir. Ouais. Et c'est là où cette maladie est compliquée. Ouais, c'est que tu as des vagues de crise et qui font qu'après chaque crise, tu t'en remets, mais tu perds un tout petit peu, quoi, à chaque fois. Oui, c'est ça, exactement. T'es jamais tranquille. T'es jamais tranquille. Tu te dis toujours que si t'as pas le bon médicament, si t'as pas la bonne protection, il suffit du moindre petit grain de sable et ça va plus. Il suffit que tu sois un peu fatigué, que t'as un peu de stress et boum, t'as une inflammation. Donc là, les inflammations, c'est reparti, cortisone, rebelote.
Et moi, j'ai eu plutôt beaucoup de chance parce que j'ai eu des médicaments qui allaient bien avec moi. Qui permettait de prévenir les crises, tu veux dire? Oui, qui permettaient non seulement de prévenir les crises, et quand il y en avait, mon cerveau se refaisait assez vite. Ouais. Donc voilà, c'est très personnel aussi. Il y a autant de cas de sclérose en plaques qu'il y a de cas de patients, donc j'ai plutôt de la chance. Ouais. J'ai plutôt beaucoup de chance. Ouais, c'est à partir du moment où effectivement ça touche au cerveau, c'est tout le monde, enfin tous les patients ont des réactions très différentes. Oui, c'est ça, tout à fait. T'as rencontré toi d'autres patients et d'autres passionnés de sport comme toi? Quand je vais faire mes perfusions, je vois rarement des sportifs parce que c'est un peu compliqué quand même de faire du sport avec cette maladie. Mais on peut en faire, mais j'en ai rencontré quand même. Mais ça reste... l'important, c'est déjà de pouvoir marcher normalement, d'avoir une vie normale. Le sport, ça reste... c'est quelque chose qui est très important, mais un petit peu plus confidentiel. Ouais, parce que tu peux... plus facile... Enfin, certains, effectivement, dont tu le disais, peut-être ont le cerveau qui réagit un petit peu moins Exactement, bien. c'est ça. Peuvent perdre un peu l'équilibre, tu perds un peu la vue. C'est tellement personnel, il y a tellement de symptômes qui sont spécifiques à chaque patient que mon exemple ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être suivi tout de suite et puis d'avoir la chance d'avoir un cerveau qui réagit bien à tout ça. Mais tout le monde ne l'a pas. Ouais. Et donc, le sport, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quand on arrive déjà à marcher, c'est déjà génial. Ouais. Quand on arrive à avoir une vie normale, c'est bien. C'est très bien. Donc, mais on peut y arriver. Ouais. Du coup, moi, quand on m'a dit que je pouvais recourir, je me suis mis dans Berlin à fond. Et les frogs m'ont vraiment beaucoup aidé. T'as été génial pour ça. Évidemment. Je me suis dit, c'est une étape qu'il faut absolument que je réussisse pour retrouver ma vie d'avant, pour retrouver les amis que je côtoyais au quotidien, pour tout ça. Ouais. Et les frogs, c'était encore mieux. Mais tu sais que c'était hyper particulier pour une personne qui encadre justement et qui aime bien tirer les autres vers le haut. C'était hyper dur pour moi de trouver le juste milieu entre ce qui est bon pour toi et ce que toi tu veux. C'est clair. Toi, t'en veux toujours plus, tu veux toujours te battre, tu veux toujours revenir même encore meilleur que qui t'étais avant. Et c'est impossible de te dire stop, quoi. Tout c'est impossible de te dire stop, c'est impossible de te dire attention, calme-toi, parce que quand on te dit attends, rien, tu devrais faire gaffe, là, tu vas encore plus fort, quoi. En fait, c'est simplement que j'ai peut-être pas cette notion dramatique. Je me rends pas vraiment compte de ce qui peut se passer de façon grave. J'essaye de toujours voir le bon côté des choses. Ouais. Donc dès que je peux m'entraîner, je m'entraîne. Je fais jamais rien en dilettante. C'est dès que je peux m'entraîner, j'essaye d'y aller à fond. Donc c'est sûr qu'au début, ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre, mais je me dis tout va très vite. On a peu de temps et donc je peux pas perdre trop de temps. En tout cas, moi, je me rappelle quand les premières fois qu'on se voyait et que je t'avais dit que j'étais malade, mais que
ça allait rien changer à ma façon de voir le sport et que de toute façon, ce que je voulais, c'était être compétitif pour faire Berlin. Dans mon esprit, j'avais pas de passe-droit. Je pouvais pas faire des demi-séances. C'était soit je faisais la séance et je terminais sur les rotules, mais j'avais l'impression d'avoir fait le maximum de mes capacités du jour. J'étais content. Et j'ai toujours vu mes entraînements comme ça. C'est pas toujours positif, c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours, parce que le corps a besoin de moments où on n'est pas toujours à fond. Mais en tout cas, à ce moment-là de ma vie, je voyais pas ça comme ça. Il fallait que j'aille à fond. Et tu m'as beaucoup aidé là-dessus. Tu m'as beaucoup aidé. Parce que j'avais tes conseils et je savais que j'étais bien encadré, qu'il fallait qu'en plus tu te donnais du mal pour que j'aille bien, pour que je donne le maximum. Donc la moindre des choses pour un athlète, c'était pas un athlète, je me considère comme un athlète. Pour un sportif, c'est d'écouter les conseils et puis de donner le maximum. Donc tu m'as permis d'aller me chercher au maximum. Ça me touche ce que tu dis, parce que moi je me souviens qu'une des premières fois où tu m'as dit dans quelques mois je dois courir Berlin, je crois que t'avais même un objectif de temps, je crois, sous les 3 heures te connaissant. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, j'ai réalisé que des gens qui avaient autant de détermination dans la vie, j'en croiserais pas beaucoup. C'est gentil. Tu sais. Et tu vois, on peut, des fois on a l'image dans dans le mot détermination, dans le mot motivation, on a souvent ce côté un peu no pain, no gain, tu vois, ou cette vision un peu du sacrifice, que tu vois, pour être déterminé, faut être un peu méchant, faut se faire violence et tout. Et toi, tu l'as jamais montré. T'as jamais montré ce côté-là. T'es toujours avec le sourire et tout. Et en fait, quand tu m'as dit, quand je t'ai connu, en fait, t'as complètement bouleversé un peu ce que je pensais, c'est-à-dire ouais, en fait, t'avais cette vision ce rapport à l'effort qui était complètement différent de la moyenne des gens, quoi, je trouve. Mais ça, tu t'en rends pas compte, je pense, mais toujours on y va, quoi. Tu sais que ça va être dur, mais on y va avec le sourire, et puis on fait le truc, et puis on va trouver un moyen de s'amuser, c'est pas grave. Le sourire est super important pour moi, ça c'est vrai, c'est clair. Mais après, tu peux... le no pain, no gain, c'est sûr, ça marche. Mais il faut que tu te connaisses avant. Moi, je t'avoue que quand... j'y allais un peu au bluff, hein. Quand au mois de mai, je te dis je vais faire 3 heures à Berlin, sachant que quelques mois avant, je pouvais pas marcher. J'étais en train de faire une sorte de poker menteur, hein. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais, mais je connaissais quand même l'entraînement pour faire moins de 3 heures au marathon. C'est toujours mon objectif. Faire moins de 3 heures au marathon, c'est tout le temps ce que j'essaye d'aller chercher. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Et j'essayais de me dire, bon, bah, je sais quand même. J'avais déjà fait plusieurs fois. Et je sais ce que ça demande. Et physiquement, je me disais que bah, je pouvais retourner à ce niveau-là. Et quand j'ai pu y arriver, que je sois malade ou pas, c'était un peu accessoire. Moi, ce que je voulais, c'était retourner à ce niveau. Voilà, c'était juste un petit peu c'était un orgueil. Enfin, c'était juste un truc perso, quoi. C'était vraiment, je cherchais rien. Parce que 3 heures au marathon, il y en a beaucoup qui le font. Mais d'avoir vécu tout ça, de faire moins de 3 heures au marathon, pour moi, ça voulait dire que j'avais retrouvé ma vie d'avant.
Et c'était, pour moi, dans ma vie, il y a un vrai avant et après ma grosse inflammation au cervelet. Et quand on disait tout à l'heure, on se rend compte de notre qu'on n'a qu'une seule vie. C'est à ce moment-là, c'est dans des moments comme ça. Et moi, à partir de ce moment, je me suis dit j'avais rien à perdre. J'avais pas de temps à perdre. Ouais. Il fallait absolument que je fasse toutes les courses que je voulais, que je fasse tous les rêves que j'avais en tête, que je les fasse le plus vite possible. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si mon traitement marche bien en ce moment, mais dans 6 mois, on ne sait pas. Ouais. Il se peut que ça ne marche plus, que ça ne fonctionne pas. Et je voulais pas que ma maladie m'empêche de réaliser les rêves que j'avais. Et je voulais faire les plus belles courses du monde. Et je voulais les faire le plus vite possible avec mon frère, évidemment. Évidemment. Et mais c'est à ce moment-là que tu as commencé à me parler un petit peu de ton rêve de faire les Big Six. Et là, les gens ne voient pas, mais du coup, on est dans ton salon. et je vois ces 6 gros posters qui sont juste à côté de nous. Et quand je suis arrivé, tu as dû voir que depuis tout à l'heure, je les regarde et ça me fait beaucoup d'émotion parce que je me disais, ça me faisait un peu rêver, tu vois, ce petit défi. Parce que tu l'as voulu, c'était ton défi, c'était ton rêve et tu les as fait. Et je pense que tu vas encore courir plein d'autres des marathons et plein d'autres belles courses. Mais waouh, du coup, en fait, si tu veux, ce défi des Big Six, oui, c'est quand ils ont créé ça, je voulais déjà, dès le début, quand j'ai commencé à courir, je voulais faire les plus belles courses du monde. Ouais. Donc, je voulais courir New York tout de suite. Quand il y a eu un attentat en 2013 à Boston, ça a été dramatique pour toute la communauté de la course à pied dans le monde. Donc, je voulais voir toutes ces émotions-là, voir toutes ces ambiances de course. Et évidemment, au début, on se dit, on va les faire, c'est facile. Ouais. C'est facile, il suffit de s'inscrire. Sauf que pour ces courses-là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il suffit pas juste de se dire qu'on veut les faire, il faut vraiment se donner les moyens de ses ambitions. Ouais. Et moi, ça m'a pris 6 ans. Et pendant 6 ans, je pensais qu'à ça. Je parlais que de ça. Je crois que j'ai été un tyran domestique pour mon frère parce que je lui parlais plus que de ça. Je voulais qu'on partage ça tous les deux. Et quand en 2014, on était à New York et quand je lui dis, vas-y, on va faire les Big Six et en 6 ans, qui me tape dans la main, je lui dis, Baptiste, on y va. Je suis sûr qu'il ne se rendait pas compte de ce que ça allait être, et moi non plus. Mais parce que c'est les courses, évidemment, les plus demandées au monde. Bien sûr. Je ne suis pas tout seul à vouloir faire ça. mais finalement, si c'était si facile que ça, je pense que personne ne les ferait. Ouais. Et c'est ce qui fait ce challenge. Mais honnêtement, quand j'ai perdu tout mon côté droit et que j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques, mes Big Six, c'était un petit peu quelque chose que j'avais plus en tête. Ouais. Je voulais Berlin, moi. et tu m'as vraiment aidé là-dessus. J'ai participé pour un des 6, quoi, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, maintenant que tu as réalisé un petit peu ce défi, ce petit rêve, tu as d'autres rêves en tête? Ouais. Ah, bien sûr. Ah oui. Tu peux déjà, un ou deux Ah oui, bien sûr. Je voudrais faire une course en Afrique du Sud. Ça s'appelle la Comrades Marathon. Ok. Celle-là, elle fait 90 km. Ouais. Une année, ça monte. L'année d'après, ça descend. Et c'est à Durban. Ça a l'air incroyable. C'est le marathon de New York en Afrique. D'accord. Bon, alors évidemment, je ne sais pas trop si ça va fonctionner, mais ouais, ça, c'est quelque chose qui me fait rêver. Évidemment, j'aimerais faire un Ironman un jour.
Ouais. Ça, je t'en ai déjà parlé plein de fois. Pour l'instant, c'est encore juste un projet, mais ça demande énormément d'entraînement. Ça demande 9 mois d'entraînement quasiment. Ouais. Et je ne sais pas si mon cerveau va me donner tout ça, de pouvoir m'investir comme ça pendant 9 mois. Ouais. Je voulais, en 2018, je voulais faire de Londres une course qui pouvait me qualifier pour faire Tokyo. Donc, j'avais demandé à mon coach un entraînement qui, pour moi, était un entraînement que j'avais jamais fait, un entraînement marathon pour faire moins de 2h45. Donc, au-dessus de mes capacités physiques, de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Mais pour pouvoir faire Tokyo, il fallait que je fasse ça. Ouais. Et les mois d'entraînement étaient très, très durs. Très, très, très durs. Et mon cerveau n'a pas trop aimé. Donc, j'ai eu des inflammations en pleine prépa. Mais je voulais pas me dire que ma maladie allait être quelque chose qui allait m'empêcher de faire Tokyo. Parce que je voulais faire ça. Et je me disais le soir, c'est pas grave, ça va aller mieux. Mon coach me disait que ça allait aller mieux. Et bon, manque de peau, des inflammations, la semaine du marathon, c'est pas très bon. Ça marche pas, ouais. Et ouais, donc j'ai fait de la cortisone encore la semaine du marathon. Je pense que je serais tombé pour dopage, hein, mais la cortisone à ce niveau-là, c'est beaucoup trop. Ça sert à rien. Ça m'a pas du tout permis de courir comme je voulais. Ouais. Puis de toute façon, finalement, je termine en 3h26, je crois, avec des jambes dans un état horrible. Et donc, j'ai pas pu faire Tokyo par le chrono. J'ai dû trouver une autre façon. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, Londres ne faisait pas partie des courses qualificatives pour Tokyo. Donc, aucun regret. Okay. Mais je m'étais quand même donné à fond pour faire ça. Ouais. Et oui, j'étais donné... je pensais qu'à ça. Et tu sais, tout à l'heure, on a abordé le fait que tu disais... qu'il y a peu de personnes qui arrivent à faire du sport avec un traitement pareil et un diagnostic pareil. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi un peu cette folie, un peu cette obsession que tu as? Tu vois, tu as dit plusieurs fois que tu étais tyrannique, tu as dit obsédé, tu as dit des mots assez forts, tu vois. Et tu penses pas que justement c'est cette obsession qui fait que, et c'est cette ambition aussi, moi j'appelle ça de l'ambition parce que c'est des rêves très ambitieux, enfin en tout cas qu'on pourrait catégoriser de très ambitieux quand on connaît ton histoire. Mais tu penses pas que justement c'est cette folie qui fait qu'aujourd'hui tu t'y arrives et que tu arrives à être pour moi, t'es un athlète de haut niveau. Pour moi, t'es un extraterrien. Tu me disais... Waouh. Pour moi, tu me disais tout à l'heure, je suis pas un... Tu me disais, oui, je suis pas un extraterrien, moi, mais t'as ce brin de folie qu'ils ont tous. Si, t'as raison. Il faut pas se donner de limites. Ouais. Et en fait, on s'écoute beaucoup trop. Mais c'est normal parce que on n'a pas envie de revivre des moments difficiles et si on se laisse la porte ouverte à tout, bah évidemment il y a des risques. Évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il faut pas trop s'écouter. Faut pas trop... Quand ça va bien, c'est parfait. C'est parfait. Je suis le plus heureux. Quand j'ai pas d'inflammation, c'est parfait. Mais j'ai cette chance-là. Et je veux surtout pas la gâcher. Ouais. Comme je te disais, je veux pas avoir de regrets. Donc, pour pas avoir de regrets, il faut que je me donne à fond. Parce que
si je m'étais pas donné à fond, bah, j'allais avoir des regrets, parce que j'aurais pu m'organiser différemment, faire des choses. J'aurais le regret de ne pas m'être préparé comme il fallait. Ouais. Donc, cette folie, oui, c'est parce que bah, je voulais, comme je te disais, je voulais faire ses plus belles courses. Et j'avais cette folie d'y croire. Ouais. Et ça veut dire quoi aujourd'hui être patient et athlète? Tu dis qu'il y a tout qui a changé, et dans ta tête, je veux bien le croire, parce que tu croques la vie à pleines dents. Je sais pas qui était le Adrien avant. C'est un peu ce que j'étais venu découvrir aujourd'hui, tu vois, en te proposant cette interview, mais j'ai l'impression qu'il était pas si différent, moi, finalement. Et ouais, qu'est-ce que ça veut dire tu as du coup t'as ton traitement avec tu as dit des transfusions? Oui, en fait, j'ai des perfusions. Alors, si tu veux, j'ai encore une fois, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ça fait 6 ans que j'ai cette maladie. Tu sais que la chance, ça fait partie du talent. Ah, bah alors, c'est ce que mon père m'a toujours dit. La chance fait partie du talent. Ah, bah, c'est peut-être un talent que j'ai alors du coup. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un peu en ce moment la Rolls-Royce des médicaments, des traitements. Ouais. Et j'ai juste une perfusion tous les 6 mois. D'accord. Une perfusion tous les 6 mois, c'est-à-dire que je passe une matinée à l'hôpital, un petit peu plus parce que ça prend un petit peu plus de temps, mais j'ai l'impression d'être malade que une fois par an, quoi. 2 fois par an. Et ça c'est génial. Ouais. Et ça c'est génial. Je croise pendant cette journée-là, du coup, je croise des personnes qui n'ont pas cette chance. Et juste pour ces personnes-là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse du sport. Il faut que je leur montre qu'on peut y arriver. Tout simplement. Ouais, t'as raison. Et moi, il y avait une question. Il y avait une question que je voulais vraiment te poser ce matin. Je l'ai eue en venant ici. Comme je t'ai dit, j'étais très ému, tu vois, de venir. Et ma question, c'était pourquoi est-ce que tu avais accepté ma proposition? Je voulais alors. Écoute, comme je te disais, je me considère pas comme un athlète de haut niveau, et je pensais pas être un extraterrien comme tu arrives à bien interviewer tous ces athlètes incroyables. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi aussi longtemps, en prenant autant de détails. J'ai évidemment accepté sans aucune retenue qu'on parle de tout ça, parce que ça me fait très plaisir que t'aies pensé à moi pour faire partie de ton podcast. Et je suis très flatté. Et puis comme je te disais, j'ai aucun souci pour parler de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive. Donc il n'y a pas de tabou dans rien. Donc c'est par pur plaisir que je peux faire cette interview. Et puis s'il y a une ou deux personnes qui se retrouvent que j'arrive à motiver par ces quelques mots tout simples, ce sera génial. Mais après, peu importe, moi ça me permet de passer un très bon moment avec toi, et voilà, pour moi c'est gagné. Ouais. Moi je vais te dire pourquoi une des raisons pour lesquelles je t'ai demandé de venir, enfin où j'ai proposé qu'on se revoie, c'est parce que ma maman, elle a une maladie neurologique depuis 2012, je crois. Et comme tu le sais, c'est génétiquement, c'est dans nos gènes, et il va falloir que
pendant très longtemps, j'ai complètement mis un petit peu j'ai mis un voile, tu vois, sur tout ça. Et il va falloir que j'aille, moi, me faire tester. Là, maintenant, et en fait, je voulais... Comme je sais qu'à chaque fois que je te vois, tu me donnes le sourire et que tu me donnes beaucoup de courage, bah, je me suis dit que ça pourrait me rassurer, que ça pourrait... que ça va bien se passer, quoi, simplement. Et quand je te vois, je me dis vraiment que tout est possible, et je me dis que même mais si j'apprends pas la nouvelle que j'ai envie d'apprendre, et ben c'est pas grave, je pourrais quand même vivre mes rêves. Et du coup, bah voilà, j'ai rendez-vous là dans quelques semaines. On a pas mal de trucs à faire, parce que tu sais, il faut faire je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des tests ADN, quoi, concrètement. Et du coup, c'est bientôt mon tour. Et je voulais te remercier parce que c'est la première fois que je parle un peu de ce sujet-là avec quelqu'un d'autre et je voulais te remercier d'être transparent, et aussi de transmettre, tu vois, tous ces messages d'espoir. Et il y avait, tu vois, il y avait une dernière question que je voulais te poser. C'était, j'ai pas été un fils parfait avec ma maman, tu vois. J'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie. Autant aussi parce que c'est ma mère, tu vois, mais et même avec toi, tu vois, avec le recul, je me dis, ça n'a pas été si facile, en fait, tu vois, de s'ouvrir, de poser des questions, de demander. Et moi, je voulais vraiment te demander un truc, c'est qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut changer, en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que il y a des trucs que t'attends des autres? Est-ce qu'il y a des trucs que t'attends pas des autres, tu vois? Et est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas faire? Est-ce que et je me pose cette question très souvent en ce moment, et j'essaye de rattraper un peu le temps perdu avec ma maman, mais c'est pas évident. Tu sais, tu peux pas rattraper le temps perdu. La chose la plus importante, c'est pour moi, c'est de dire aux gens que tu aimes, qui sont les gens qui sont importants pour toi, de juste leur dire, juste leur dire, tout simplement. La vie peut basculer très très vite. Après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. C'est ça, exactement. La vie pas simple pour tout le monde. Moi, j'avais beaucoup de mal à me voir comme un malade, et de voir dans les yeux des gens qui me considéraient comme un malade, ça, c'était compliqué. Ce que je voulais, c'est qu'on me prenne pour qui j'étais, mais pas pour un malade. Je voulais pas avoir justement cette empathie que les gens pouvaient avoir pour moi. Je voulais absolument être une personne normale. Donc, le fait qu'évidemment tu te dises que t'as peut-être pas été aussi attentif pour ta mère, c'est normal, parce que tu sais que c'est un moment qui est compliqué pour elle, et que tu te dis que tu n'as peut-être pas été là au bon moment. L'important, c'est qu'elle puisse compter sur toi quand vraiment ça va pas, dans les bons comme dans les mauvais moments. Moi, je voulais retrouver ma vie normale. Je voulais retrouver ma vie d'avant. Un petit peu comme maintenant avec le Covid. Mais je voulais pas qu'on me voie comme un malade. Donc, c'est peut-être... On a chacun notre façon de voir les choses.
il y en a qui veulent avoir beaucoup d'attention, qui veulent qu'on les prenne par la main, qu'on les aide pour tout faire. Moi, c'était pas ça. Je voulais absolument retrouver mon autonomie, retrouver tout ce que je faisais avant. Peut-être que ta mère le voit pas de la même façon. Elle se dit, de toute façon, t'es son fils. Tu peux pas porter les problèmes des gens. Enfin, tu peux pas les problèmes, physiques, les problèmes neurologiques, les problèmes de cerveau de tes parents. Tu peux pas les avoir sur toi. T'es leur fils. T'es pas médecin non plus. Donc, tu fais ce que tu peux et avec ta sensibilité. Et voilà. Faut pas non plus te dire que t'as pas été la meilleure personne. Ce qu'il faut, c'est que tu sois là quand il faut et que tu l'aides au maximum quand on en a vraiment besoin. Et je vais te rassurer, si c'est une sclérose en plaques que ta mère a, c'est pas une maladie génétique. Il y a un terrain, évidemment, qui est favorable, un terrain chez les gens qui va être plus favorable pour avoir cette maladie-là. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne dans ta famille qui l'a qu'automatiquement tu vas te retrouver avec cette même maladie. Il y a des choses qui peuvent la déclencher, le stress, la fatigue, ce genre de choses. Mais ça va pas être comme ça du jour au lendemain. Bien sûr. En tout cas, pour cette maladie-là, c'est comme ça. Donc, faut que tu sois positif. Toujours positif. Et te dire que peu importe ce qui arrive, tant qu'on t'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Ouais. Donc, rassure-toi là-dessus. Ouais, tu sais. Alors c'est peut-être pour te répondre, c'est une maladie neurologique inconnue, alors qui ressemble beaucoup dans les symptômes et beaucoup dans le diagnostic à une sclérose en plaques ou à une maladie de Charcot, mais qui aujourd'hui n'est pas définie. Et comme la plupart des maladies neurologiques en fait, il y en a énormément qui sont sur lesquels on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est, et certaines sont effectivement plus transmissibles génétiquement que d'autres, mais tu sais que moi je reste toujours positif, et c'est juste c'est un petit moment dans sa vie qu'il faut passer, tu vois, c'est faire se rassurer, voir effectivement qu'est-ce que génétiquement j'ai, est-ce que je porte le gène, tu vois, le fameux gène, mais et c'est un moment qui me fait peur en ce moment. Je t'avoue, j'ai peur, mais j'y vais quand même, et tout va bien se passer, tu vois, tant qu'il y a le sourire, il y a de la vie, et tant qu'il y a de la vie, il y a du sourire, et moi j'ai peur pour rien, tu vois, mais enfin bon, je pense qu'il c'est pas trop le moment de parler de ça, parce que pour un peu effectivement on est dans une projection de quelque chose qui peut ne pas arriver. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais voilà, après j'avais besoin peut-être effectivement de comprendre plus de choses, tu vois, et tu sais, on se sent toujours un peu plus armé ou équipé quand on s'entoure de gens qui ont déjà vécu certaines choses, quoi. Bien sûr. Bah si tu me tiendras au courant, évidemment. Bien sûr. J'espère. Bien sûr. Bon, on a beaucoup, on a été vachement bavard. Tu veux faire les questions de la fin, j'imagine. Je t'écoute. Vas-y. Mais bah oui, je suis obligé de toutes te les faire. En plus, tu
t'as écouté plein d'épisodes et tout, donc. Mais est-ce que tu sais te souvenir, généralement c'est celle que je demande en premier d'ailleurs, sur les. Quelle est la personne que je souhaiterais entendre dans le podcast, c'est ça? Ouais, tu peux répondre à celle-là. Ouais, Qui était exactement la vraie question, la première question que tu posais, je me rappelle plus trop. Non, mais si, c'est exactement ça. C'était La ça toute dernière, c'est ça, ouais. La toute dernière. Toute dernière. Après, j'en ai d'autres, tu vois. C'est quoi une bonne journée pour toi? C'est quoi ton meilleur souvenir sportif? Est-ce que tu as un gris-gris avant les compétitions? Allez, vas-y, on les fait. Allez. Bah, c'est quoi une bonne journée pour toi? C'est une journée où j'ai pu faire du sport avec plein de monde. Des gens sympas, des gens qui m'ont poussé, qui m'ont motivé. Une journée comme ça, c'est une journée où je vais m'entraîner avec les étoiles, où je vais m'entraîner avec les French Frogs, une journée où je vois des gens positifs et ça, c'est une journée sympa pour moi. Ok. Ton plus beau souvenir de course, t'en as un? Enfin, t'en as des je vais te dire, ouais, j'en ai des dizaines. Mon plus beau souvenir de course, je crois que c'est, évidemment, il y a eu Berlin 2015 où je passe la porte de Brandebourg en pleurs, où j'avais tellement j'ai eu tellement de choses qui ont été compliquées dans cette année-là, donc évidemment celui-là il est très important. En plus je battais mon record à l'époque. Ouais, j'avais fait 2h55. Donc c'était mon vrai super chrono. Et par contre, pour réussir à aller chercher derrière de meilleurs chronos, ça a été compliqué. Mon meilleur souvenir, je dirais Chicago 2016, donc l'année d'après. Ouais. Là, c'était génial. Une ambiance de feu. Ouais. Il faisait super beau. Les conditions climatiques, ça joue beaucoup. Et là, je fais mon meilleur chrono marathon. Je fais 2h53 et là, c'était de la folie. C'était de la folie pour moi. C'était une semaine à Chicago. On était super bien et je crois que tout était bien passé. Ouais, tout était aligné. Comme exactement. Quoi, ça peut arriver. C'est ça. Ça arrive jamais, mais c'est arrivé. T'as un petit gris-gris ou un petit porte-bonheur? Ah, j'en ai plein. Je confirme. J'en ai plein. Je pose la question, mais j'ai mon maillot orange. Ouais. Maillot orange des étoiles. Ça, c'est mon gris-gris. Et puis, j'ai ma casquette orange que je mets sur toutes les courses. Ouais. Donc, avec ça, c'est un peu comme ma combinaison Ironman. Je suis Stark et c'est parti. Mais non, en fait, je me suis rendu compte que le maillot orange, on me voyait bien. La casquette aussi. Parfois, je mets même une perruque quand je fais meneur d'allure, histoire qu'on me voit bien. De toute façon, je gueule tout le temps, donc on me voit, on me reconnaît. Et c'est assez rare qu'on me remarque pas. En tout cas, avec ça, si on me remarque pas, c'est qu'il y a eu un truc un peu bizarre. Donc le problème, c'est quand on me remarque et que je passe complètement au travers de ma course. Là, je peux pas me cacher en disant non, c'était pas moi. C'était moi. Il y a des jours où ça va pas, hein, mais faut faire avec. Mais c'est pas grave. Je confirme, cette perruque te va ravir vu que tu as fait passer la ligne d'arrivée en poussette avec. En plus, tu avais non seulement la perruque, mais tu avais un bébé en poussette pour passer la ligne d'arrivée en 2016, je pense. Oui, c'est ça. J'avais ton fils qui était en poussette et on passe l'arrivée ensemble. Bon, évidemment, ce serait impossible de le faire maintenant, mais c'était des bons moments. Ouais, et, je sais que tu as plein d'idoles sportives. Je sais que tu es un grand fan de sport. Juste avant qu'on commence, on débriefait Super Bowl, et puis avant on a débriefé demi-fond, et tu regardes tout. C'est quoi les sportifs qui t'inspirent le plus? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Évidemment, moi, j'ai 37 ans maintenant. Ouais. Donc, je suis un petit peu un
je vais parler des sportifs de ma génération. Moi, je suis toujours un fan de Michael Jordan. Ouais. C'est mon idole absolue. Tu sais que je suis en train de terminer enfin The Last Dance. Ah, très bonne chose. Ouais. Très bonne chose. C'est fou. C'est une personne incroyable, une personnalité incroyable qui se battait sur tout. Chaque moment, c'est une vraie leçon de vie, la vie de Michael Jordan. Et j'en ai plein d'autres. J'adore dans le triathlon, j'adorais Chrissy Wellington, une triathlète de folie, avec un sourire dévastateur. et je crois que juste son sourire, quand les autres la voyaient avec son sourire, bah, tout de suite tu te disais pour elle c'est facile. En fait, pas du tout, c'est pas facile, mais c'est juste qu'elle avait le sourire. Chrissy Wellington, c'est mon idole absolue en triathlon. Chrissy Wellington, Chris McCormack, un triathlète, un champion du monde Ironman que j'ai pu croiser à New York, qui est incroyable. Scott Jurek aussi. J'ai pu les rencontrer et ça c'est incroyable. Je n'ai pas rencontré Chrissy Wellington, ça ce serait mon rêve. Ça t'arrivera un jour, de rencontrer Chrissy Wellington. Mais évidemment, dans les athlètes français, moi, mon idole, c'est Stéphane Diagana. Stéphane Diagana, c'est mon Olympien préféré. Mon Olympien préféré. En plus, j'ai pu le rencontrer une ou deux fois et il me parlait de sa passion pour les marathons. Et il avait adoré courir Londres. Et j'ai pu le faire tout de suite après lui. Et il avait raison, c'était génial. Il m'a vraiment motivé pour courir cette course. Et son parcours de vie est aussi incroyable. Il a eu une grosse blessure avec un entraînement à vélo où il s'est mangé un pare-brise. Ça l'a complètement défiguré et pourtant, même avec ça, bah, la vie continue et ça n'a rien changé pour sa vie, pour lui. Et moi, je me rappelle quand j'avais ma canne, je me disais, j'ai un petit peu les mêmes étapes que mon idole Stéphane Diagana. Mais ouais, c'est un type extraordinaire, je trouve. Écoute, je vais tout faire pour l'avoir, en tout cas, sur ce podcast. Ah, ce serait génial. Et vraiment, vraiment. Il y a une citation ou un conseil qu'on t'a donné que tu te répètes souvent? La citation que je me disais toujours, c'est de se dire que c'est jamais fini. Mais encore une fois, le fait de se rendre compte qu'on n'a qu'une seule vie, le jour où notre vie change complètement du tout au tout, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps. Et mon truc le plus important, c'est de jamais rien regretter. Et de tout faire pour donner toujours la meilleure version de moi-même, pour que je regrette pas de ne pas avoir mis tous les efforts de mon côté, toutes les chances de mon côté pour pouvoir donner cette version-là. Et ça, c'est le plus important pour moi. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment, Adrien, pour cette conversation. Merci à toi. Je crois qu'on a quasiment tenu 2 heures. Tu vas faire des coupes. Pour les gens qui nous écoutent, ce serait mieux quand même. Non, on a dit tellement de choses intéressantes. Je coupe jamais, moi. Je coupe jamais rien. Et je laisse, sauf si tu veux. En fait, c'est la seule raison pour laquelle je couperais, c'est si toi tu me dis que tu as envie que je coupe un truc. Ah non. Moi, tout était parfait. Ou si moi j'ai envie de couper un truc. J'espère que la perceuse ne va pas être trop gênant pour ton podcast. On a eu quelques petits passages un peu de perceuse, mais tu vois, j'ai noté les minutes sur mon ordinateur. Je vais essayer de les atténuer et puis au pire on les entendra un peu. C'est les aléas du direct. Hein. Exactement, c'est les aléas. Mais écoute, ouais, merci. Merci beaucoup, Adrien. C'était un chouette moment. J'espère que toi aussi, tu as passé un bon moment. Bien sûr, c'était super. Super. Salut. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!